Très bien. Alors, bonjour à tous. On est ravis d'être là et de venir présenter un petit peu de nos recherches auprès de vous. De fait, on est tous les deux historiens, chercheurs. Florian est docteur en histoire médiévale et moi, je suis docteur en histoire romaine. Et on s'intéresse beaucoup aux représentations de nos périodes respectives dans les médias contemporains, donc dans la bande dessinée, dans les films, les séries, les jeux vidéo et les jeux de société. C'est donc ça dont on va vous parler ce soir, et on va commencer par une question. Une question que je vous pose, qui est un peu une question rhétorique, mais réfléchissez-y. Comment est-ce que vous faites, dans un festival comme celui-ci, ou dans une boutique de jeux, pour choisir sur quel jeu s'arrêtera votre regard, lequel méritera votre attention plus de 2 secondes, quelle boîte vous sortirez d'un rayon, ou quelle boîte vous retournerez sur un étalage pour voir ce qu'il y a derrière? Bref, comment choisissez-vous dans la production extrêmement importante et diverse des jeux de société aujourd'hui, celui ou ceux que vous achèterez cette année? Bon, bien sûr, vous pouvez y être aidé par des sites ou des magazines spécialisés, par des amis qui vous disent que tel jeu est trop top, ou par une campagne de pub bien menée. Mais un des éléments clés de votre choix restera la couverture du jeu. C'est de fait le point saillant des stratégies marketing qui permettent aux éditeurs de jeux de séduire le plus vite possible le public cible, puisque le potentiel acheteur, perdu dans le volume toujours plus impressionnant de produits disponibles, n'a en effet que quelques secondes à consacrer à chaque jeu. Il faut donc attirer son attention, la retenir, lui donner envie de sortir la boîte du rayon, de lire le résumé et, il l'espère, in fine de l'acheter. On vous propose donc de prendre un petit peu de recul ou de hauteur et d'essayer de comprendre comment font les éditeurs de jeux pour vous attirer et surtout pour garder votre attention suffisamment longtemps pour que vous puissiez chercher à en savoir plus sur un jeu et en l'occurrence, comment est-ce qu'ils utilisent l'histoire à cette fin. Nous ne sommes pas nous-mêmes des éditeurs de jeux ni des vendeurs dans une boutique. Je vous le disais, nous sommes 2 historiens. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'histoire, et en particulier l'Antiquité et le Moyen-Âge, sont très souvent convoquées sur les boîtes de jeux, et que donc l'histoire participe de ces stratégies marketing qui servent à vendre des jeux. Je ne dis pas de gros mots quand je dis stratégie marketing, je ne suis pas en train de dire qu'on vous vend du vent, ce n'est pas la question, c'est plutôt, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que l'histoire fait vendre. Cela dit, ce n'est pas spécifique au monde ludique, puisque l'Antiquité et le Moyen-Âge sont 2 périodes très présentes dans les imaginaires contemporains. On vous le disait, films, séries, BD, jeux vidéo. Et pour ne citer qu'un exemple, Game of Thrones et son préquel tout récent House of the Dragons mélangent au milieu du fantastique des éléments d'histoire médiévale et même des éléments d'histoire antique pour créer un univers qui nous parle, qui nous plaise et surtout qui nous fasse rêver. Et vous verrez que tout ça va ensemble. C'est aussi parce que l'Antiquité et le Moyen-Âge sont très présents dans notre quotidien que les auteurs et les éditeurs de jeux utilisent ces 2 périodes dans leur production. Alors à ce stade, il faut faire une petite pause pour éviter un contresens. Tout au long de cette conférence, on va parler donc de jeux historiques, c'est-à-dire vraiment de notre point de vue d'historien, n'importe quel jeu qui joue avec l'histoire, peu importe qu'il le fasse de manière sérieuse ou non, qu'il veuille présenter des événements historiques réels, des personnages historiques réels, ou qu'il se contente, on en verra de nombreux exemples, de puiser dans un imaginaire largement fantasmé qui n'a plus grand-chose à voir avec la réalité, donc avec ce qu'on pourrait appeler l'histoire des historiens et des historiennes. Pour le dire autrement, pour nous, un jeu comme Augustus ou Acropolis sont tout autant historiques qu'un jeu comme Lanista, un jeu produit par une troupe de reconstitution spécialisée dans la gladiature antique, et vous voyez qui affiche dans tous ces éléments de stratégie une prétention à la réalité, au réalisme historique. En réalité, en fait, aucun jeu ne s'approche de ce qu'est l'histoire en tant que discipline scientifique, et peut-être tant mieux. Donc, ils sont tous aussi faux les uns que les autres. L'histoire qu'ils présentent n'est pas de l'histoire, c'est une réécriture de l'histoire, une réinvention de l'histoire. Alors, encore une fois, bien sûr, les intentions des créateurs de jeux peuvent être très différentes entre Lanista, qui essaye vraiment de présenter au grand public ce que l'on sait aujourd'hui de la gladiature, donc avec vraiment une volonté de transmettre des connaissances, et Augustus, qui plaque un thème antique sur une mécanique de loto. N'empêche que l'un et l'autre puisent dans l'imaginaire historique de l'Antiquité, qu'ils la modèlent, et ce faisant, qu'ils participent à créer cet imaginaire historique.
Autre remarque, il faut bien comprendre que nous, on met jamais dans ces mots aucun jugement de valeur quand on dit qu'il n'y a pas un jeu qui est plus sérieux qu'un autre. Le but, c'est pas de dire qu'ils sont tous nuls. Au contraire, c'est de dire qu'ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'étudier, de comprendre la manière dont les auteurs et les autrices et les éditeurs de jeux utilisent l'histoire, reprennent des images qui sont déjà diffusées largement dans notre quotidien, mais aussi créent de nouveaux imaginaires historiques spécifiques au monde du jeu de société. Et vous allez voir que ces boîtes de jeux permettent de bien comprendre ces phénomènes. En réalité, encore une fois, nous, d'un point de vue historien, on s'en moque de savoir si l'univers ainsi créé est plus ou moins proche de ce qu'on connaît de les réalités historiques. Donc ici, il n'y aura pas de debunking ou de fact-checking. Le but, c'est pas d'étudier des couvertures en disant « Ah là, regardez, c'est pas correct, parce que son armure, en fait, elle est anachronique, etc. » On s'en moque. D'accord ? Donc désolé si vous êtes venu pour ça, vous pouvez partir discrètement. On fera comme si on ne vous avait pas vu partir. Voilà, on déçoit déjà. Donc l'approche retenue ici, elle est comparatiste. On va se demander, à partir de l'étude de représentation de ces deux périodes, si les stratégies mises en place sont spécifiques à une période. Est-ce qu'on vend de la même manière des jeux à thème antique et des jeux à thème médiévaux ? Ou si on retrouve des logiques transversales qui différencieraient ainsi les jeux historiques d'autres productions ludiques. Ça permettra par ailleurs de mesurer le degré de précision attendu sur les boîtes de jeux et de comprendre les choix d'une période plutôt que d'une autre. Est-ce que c'est important pour le vendre un jeu de le situer précisément au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité ? Ou est-ce que l'idée qu'on va se plonger simplement dans une histoire ancienne un peu floue est-elle suffisamment accrocheuse pour ne pas avoir besoin de différencier davantage entre les périodes ? L'histoire est-elle au cœur de ce qui fait vendre le jeu ou est-ce que c'est un simple élément parmi d'autres, voire un prétexte à des belles images accrocheuses ? Pour répondre à ces questions, donc on va se concentrer sur l'élément premier d'une logique marketing, à savoir la couverture d'un jeu, ce qu'un acheteur potentiel voit avant même de retourner la boîte pour lire le descriptif du jeu. D'ailleurs, vous avez vu dans toutes les boutiques, on présente les jeux, si possible en diagonale, pour faire voir la couverture. Évidemment, on ne présente pas la 4e de couverture ou la règle, etc. Ce qu'on présente vraiment, c'est la couverture. Cette couverture, elle remplit 2 objectifs principaux qui sont parfois difficilement conciliables. Le premier objectif, c'est qu'elle doit être belle. Elle doit avant tout attirer le regard et avec lui, ou plutôt entraîné par le regard, attirer l'attention. Il faut non seulement, Pauline l'a dit, que ce regard se pose, mais qu'il s'arrête au moins quelques secondes pour que d'un coup s'enclenche un intérêt pour le titre, pour la mécanique, pour etc. Mais il faut vraiment fixer le regard. Et on verra que cet objectif, fixer le regard, est lui-même tendu entre 2 logiques opposées. Il faut jouer sur la familiarité, qui permet une reconnaissance immédiate d'image. Si c'est trop bizarre, on n'a pas envie de regarder. Et il faut aussi jouer sur l'originalité pour se démarquer des autres productions. Si c'est trop comme ce que tous les autres font, on a l'impression qu'on l'a déjà vu. Et donc là aussi, ça rate, le regard ne s'arrête pas. Par ailleurs, deuxième objectif, une couverture, elle doit être lisible, c'est-à-dire qu'elle doit renseigner le potentiel acheteur sur les caractéristiques du produit qu'il est prêt ou non à acheter. En l'occurrence, dans l'objet très particulier qu'est un jeu de société, 2 informations clés doivent être délivrées en quelques secondes, le thème et la mécanique. D'une part, les images, les couleurs, la police sont des éléments qui définissent l'univers dans lequel se déroule le jeu. Idéalement, en regardant vraiment la couverture, en 1 seconde, on doit être capable de dire si on va jouer dans le Japon médiéval, dans la conquête spatiale, dans l'Antiquité romaine, dans un jeu de médiéval fantasy, etc. Et ça, c'est bien la couverture qui doit le dire. Et d'autre part, les graphismes retenus, la taille de la boîte, les pictos utilisés, etc. permettent de différencier un jeu familial d'un jeu expert, un jeu pour enfants à jouer en 10 minutes, d'un gros wargame à jouer en 2h30. Bref, de définir des types de jeux, première entrée vers la mécanique précise de celui-ci. Et encore une fois, c'est la couverture qui doit faire ce boulot. Encore une fois, là, en 1 seconde, on est capable, plus ou moins, si on est des joueurs et joueuses, je pense que c'est le cas là, de tout le monde, de dire, a priori, ce jeu, il est dans telle catégorie pour tel public. L'articulation d'un thème et d'une mécanique permet de situer un public cible et donc d'éviter que des familles achètent un jeu demandant 1 heure d'explication de règles et autant de mise en place, ce qui évidemment du coup serait un mauvais achat. Donc les boîtes de jeux sont un support particulièrement intéressant à étudier car s'y croisent des enjeux commerciaux parfaitement banals, comment vendre un produit, et des enjeux spécifiques au secteur du jeu de société. Dès lors, on va s'intéresser à plusieurs manières d'inscrire une boîte de jeu dans l'histoire et ces éléments sont assez multiples. D'abord, si on part de l'image qu'on a utilisée nous-mêmes pour faire notre propre couverture, qui nous a donc semblé particulièrement efficace, c'est en réalité une capture de la boîte The Long History, qui est un jeu de Bachelard et Ménez publié en 2023 chez Nostromo Éditions. Et vous voyez que si on cherche les éléments qui font un sien, ceux qui vont nous dire qu'on est dans l'histoire, au-delà du signifié du titre, sont en fait nombreux.
D'abord, vous avez la série des 8 illustrations qui représentent des activités humaines, des lieux de vie ou des réalisations architecturales en fonction des époques visées. Et le fait de passer ainsi d'une époque à l'autre, avec chaque époque qui est identifiée par des images immédiatement reconnaissables, évoque fortement de grands et célèbres jeux vidéo dits de civilisation qui permettent de pager d'âge en âge. On pense à Age of Empires, Empire Earth, Age of Mythology, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, la forme que crée la répartition de ces images sur la couverture. Si vous voyez, ça crée un rectangle inscrit dans un cercle dont les rayons définissent les zones des illustrations. Et pour le coup, ça représente quasiment de manière parfaite. S'il te plaît, il faut passer. Hop, voilà, désolé, c'est ce truc-là dont on ne sait pas trop s'utiliser. Ça représente quasiment parfaitement donc, ce carré dans le cercle à partir duquel l'architecte romain Vitruve invite à dessiner les théâtres antiques. Une image peut-être que vous ne sauriez pas sourcer. Moi, je peux vous dire que c'est Vitruve parce que je travaille dessus. Mais c'est quand même une image que vous associez tellement à l'Antiquité, tellement cette image est diffusée depuis la Renaissance. Et au cas où on n'aurait pas compris, il y a des lignes bleu clair sur le fond bleu foncé pardon, qui donnent l'explication et qui finissent d'expliciter ce cercle dans le carré qui fait vraiment très géométrie antique au minimum. Le fond est lui-même travaillé pour faire vieux. Il est légèrement plus clair au centre, il est bordé de lignes blanches partiellement effacées, et si on regarde bien, la couleur n'est jamais uniformément présente. Il est texturé pour donner l'impression d'avoir été abîmé par le temps. Enfin, les couleurs sont elles-mêmes porteuses de sens, et notamment le doré du titre, comme des 3 personnages en ombre chinoise, est tout à fait typique de ce faire vieux. La police elle-même est également soigneusement choisie. Non seulement il s'agit d'une police assez rare, on n'est pas sur du Times New Roman qui ferait très très banal, et les formes anguleuses peuvent faire penser à de l'épigraphie antique, on en reparlera. Mais en plus, là aussi, l'usage de la couleur du doré, c'est le truc qu'on va retrouver sur les affiches de péplum historiques, sur les jeux vidéo, probablement parce que ça permet d'évoquer le métal et qu'on associe ces périodes à des périodes du métal. Enfin, la manière dont le H du titre s'étale de chaque côté de la boîte rappelle la représentation du temps sur une frise chronologique. Bref, vous n'y avez peut-être pas réfléchi, ou si vous y avez réfléchi, vous aurez sans doute vu la même chose que nous, mais les éléments qui font vieux sont multiples, et combinés les uns avec les autres, sans même que le joueur n'ait besoin de les analyser un à un, ils ne laissent aucun doute sur le fait que l'univers dans lequel s'ancre le jeu est ancien, et ici, ancien rime avec historique. Alors vous l'avez sans doute remarqué, sur cette boîte, rien n'est véritablement historique. L'ensemble est une création contemporaine sans aucun effet de citation directe. C'est-à-dire que ces différentes images, elles ne viennent pas de sources directement historiques. Pourtant, pour réaliser rapidement une couverture de jeu historique efficace, c'est-à-dire d'abord pour annoncer au potentiel acheteur qu'on l'invite à jouer avec et dans l'histoire, le plus simple serait sûrement, on pourrait le penser, d'utiliser des documents anciens ou tout du moins de faire semblant d'utiliser des documents anciens. Et de fait, cette stratégie existe, mais avec une grosse distorsion entre Antiquité et Moyen-Âge. En effet, un nombre important de jeux inspirés par le Moyen-Âge choisissent d'aller puiser directement dans l'imagerie médiévale, c'est-à-dire dans des images produites à l'époque médiévale et transmises jusqu'à nous, notamment par des manuscrits. Ici, par exemple, on vous montre un certain nombre de ces exemples, voilà, 3, Fidelitas, Carolingui, donc des styles d'images qui évoquent directement l'imagerie médiévale. C'est encore plus clair avec des jeux où vraiment il y a un effet de citation directe. Orléans, par exemple, reprend cette très célèbre enluminure du manuscrit Sloan de la British Library, représentant les 3 ordres, célèbre enluminure parce qu'elle est présente dans de très nombreux manuels scolaires pour illustrer la période médiévale. C'est vrai que c'est vraiment une image type qui montre ces 3 ordres, ceux qui travaillent, ceux qui combattent, ceux qui prient, et vous voyez qu'on la retrouve telle qu'elle, décalquée sur la couverture. Idem pour la couverture du tournoi de Camelot, dont vous voyez la couverture reprend à l'identique une enluminure d'un manuscrit du début du XIVe siècle. Ici, l'essentiel du travail est bien celui d'un graphiste qui doit mettre en page, agencer entre eux des éléments visuels préexistants. Et on peut penser d'ailleurs que c'est un des intérêts de l'éditeur, puisque faire ça, ça permet de se dispenser du travail d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Et donc tout simplement, c'est moins cher
de reprendre une enluminure comme ça. Regardez le tournoi de Kaamelott, vraiment le travail, il est minime, c'est juste un travail de mise en page et pas un travail de création. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que cette stratégie est à l'inverse très peu utilisée dans les jeux à ancrage antique, malgré quelques petites exceptions qu'on vous a mises ici. Et même dans ces exceptions, il s'agit en fait d'objets imaginaires, à la différence de ce qu'on vient juste de voir pour les jeux médiévalistes. Ces contre-exemples montrent cependant que c'est possible. Il y a un imaginaire visuel rattaché à l'Antiquité qui vous permet de comprendre tout de suite qu'on est dans l'Antiquité, et il est même divers. Vous voyez qu'ici, on a une fausse monnaie, une fausse statue, des fresques, des bas-reliefs, des inscriptions. On pourrait même imaginer des mosaïques. Il semble donc qu'il y a de quoi faire, de quoi fabriquer du faux ancien et refaçonner des éléments visuels préexistants. Je vous assure qu'il y a plein de bas-reliefs romains qui auraient pu être très beaux. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi rarement employé ? Pourquoi est-ce qu'on le fait pour le Moyen-Âge et qu'on ne le fait pas pour l'Antiquité ? Alors la réalité, c'est qu'on n'est pas complètement sûr d'avoir la réponse. On est preneur de vos idées si vous en avez, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Ça montre quand même que le travail du matériau et de la source est très différent pour les deux périodes. Par contre, les jeux à thème antique, et en particulier ceux qui sont situés dans la période romaine, utilisent très fréquemment une même gamme de couleurs. Des couleurs chatoyantes qui vont du rouge au doré et qui font souvent des boîtes très lumineuses. Il y a des contre-exemples, mais en fait, si vous commencez à regarder, vous verrez qu'il y a une gamme de couleurs extrêmement qui revient très souvent. Il y a sans doute deux raisons complémentaires à cela. D'abord parce que globalement, dans notre imaginaire contemporain, la Rome antique est associée aux couleurs chaudes et lumineuses, comme s'il faisait toujours beau à Rome, alors qu'au contraire, au Moyen-Âge, tout le monde sait qu'il faisait froid, sombre et qu'il pleuvait tout le temps. Vous rigolez, mais commencez à essayer de regarder sur les productions qui ne cherchent pas à aller dans le détail, et vous verrez que c'est tout le temps. Ça arrive jusqu'au son et lumière qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur une cathédrale, et où, période antique, c'est la peste et il se met à pleuvoir. Bon voilà, c'est quand même période médiévale. Donc par ailleurs, première chose, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Par ailleurs, la pourpre, donc un rouge profond, en réalité qui tire un peu plus sur le violet, mais à la fin, on s'en moque un petit peu. La pourpre et l'or sont associés au pouvoir romain. Ce sont les couleurs des grands généraux, puis des empereurs. Et donc, vous voyez sur toutes ces boîtes, c'est chaud, c'est rouge, ça brûle. Même des couvertures plus originales, comme celle de l'année des 5 empereurs dont on vous reparlera, jouent sur ces éléments. Vous voyez que c'est pas si facile de savoir en quelle période on se situe, mais il y a une couronne de laurier doré, du blanc qui pour le coup est un espèce de blanc de marbre qui éclaire la boîte, et puis cette bande de pourpre qui finit de nous dire qu'on va jouer à être des empereurs si on n'avait pas réussi à lire le titre. Donc c'est assez intéressant parce que les créateurs du jeu étaient tout contents de nous dire qu'ils avaient fait une boîte vraiment très originale, ce qui n'est pas complètement faux. Mais la première chose qu'on leur a répété, c'est « oui, enfin vous avez pris le code de couleur banal de l'Antiquité romaine ». Donc rien d'historique là-dessus, je ne vous fais pas particulièrement une annonce hyper importante, mais vous imaginez bien que le doré et le rouge sont des couleurs qui coûtent très cher à produire, et que donc dans la vie quotidienne, il était très très rare d'en voir dans la Rome antique. On voit beaucoup plus de doré et de rouge aujourd'hui qu'un citoyen romain, et même l'empereur ne se baladait pas tout le temps habillé en rouge et or. Ce sont des couleurs réservées à l'apparat, à la démonstration du pouvoir, donc à des moments exceptionnels. Il n'y a pas particulièrement de raison de penser que l'Antiquité est rouge. Mais là encore, peu importe. On est ici dans une représentation contemporaine de l'Antiquité, non dans des documents historiques. Et c'est le choix le plus fréquent que font les producteurs des couvertures de jeux, puisque la plupart du temps, ils n'essayent pas de faire ancien. Ils assument un anachronisme radical, notamment ces dernières années avec le dessin numérique, où l'on voit des choix graphiques proches de ceux du jeu vidéo, du dessin animé ou encore du manga. Ce qui est représenté renvoie au passé, donc les éléments signifiants sont, eux, liés à l'Antiquité, mais la manière dont c'est représenté est, elle, tout à fait actuelle. Vous avez bien compris qu'on n'était pas devant une fresque de Pompéi. Bon, à l'exception d'Epix qui joue avec la fantaisie, sur ces boîtes, en fait, un unique élément sur la couverture est travaillé pour ce fer ancien dont on parle depuis tout à l'heure.
c'est la police d'écriture. Tu peux passer. On pourrait multiplier les exemples pour le coup tant antiques que médiévaux, mais la police d'écriture contribue à l'ancrage temporel immédiat et joue comme un puissant signe de reconnaissance adressé au public qui sait immédiatement quand on est. Là encore, ces polices sont totalement fantaisistes et anachroniques, et elles contribuent en réalité à consolider des clichés sur les périodes historiques ainsi convoquées et instrumentalisées. En l'occurrence, ici, je vous ai remis les exemples antiques. Vous voyez que je pense que pour tout le monde, si vous aviez quelque chose même comme Oricalc dont on ne voit pas exactement où on va jouer, le fait que vous ayez ces espèces d'angles, un A qui n'a même pas de barre, etc., vous voyez tous, tout de suite vous vous dites on est dans l'Antiquité. Là aussi, je ne vais pas dire des choses incroyables, mais en vrai, dans l'Antiquité, on écrivait avec des ronds. Un O, ça ressemble à un O, ça ne ressemble pas à autre chose. Je vous ai mis une des inscriptions les plus connues de Rome. Vous voyez bien que les O romains sont des O. La seule chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas de U majuscule en latin, c'est un V, et c'est sans doute de là que ça vient. Je l'ai dit en vrai, là d'où ça vient d'Astérix, qui a commencé à jouer sur les polices d'écriture, et alors là, vous voyez bien que Astérix nous fait n'importe quoi. Donc vous voyez que c'est un imaginaire actuel. Vous voyez une police comme ça, vous dit qu'on est dans l'Antiquité, il n'y a aucune raison que ce soit associé à de l'Antiquité. Mais, à force de répliquer tout le temps la même manière de faire, moi, comme vous, je suis capable, quand je vois Corinthe comme ça, de me dire « Ah oui, évidemment, on ne parle pas de Corinthe aujourd'hui, on parle de la Corinthe antique. » Et donc, vous voyez ici que la présentation du titre, en fait, elle dépasse la simple police. Si on revient sur les 4 boîtes qu'on présentait, elle comprend toute une mise en scène avec des cartouches donc, qui vont avoir un effet papyrus, comme pour Ra, vous voyez ici, ou encore un fond de mosaïque pour Byzancio. Donc là, il y a la police qui joue, mais il y a aussi, du coup, on voit une police écrite elle-même en mosaïque, parce qu'évidemment, Byzance, c'est Ravenne, donc c'est la mosaïque. Ou encore, c'est encore plus clair, avec l'écriture antique, ici, où du coup, on va avoir ces espèces de capitales enluminées, de lettres enluminées, ou ici, de parchemins qui se déploie, et donc on est sur un imaginaire médiévaliste. La présentation du titre, ici, devient la seule porteuse de cet effet vieux, garant d'une authenticité fantasmée, dont le potentiel de séduction est au cœur des stratégies marketing. C'est la même chose que quand on vous vend du camembert cœur de lion avec un moine qui a l'air content, il y a une part de notre cerveau qui dit « Ah, cœur de lion, c'est vieux, donc ça doit être vachement bon ». Parce que c'est vieux. Du coup, là, c'est pareil. On se dit, waouh, ce jeu, ok, il est texturé sur parchemin, et donc c'est sérieux, c'est historique, c'est intéressant. Par ailleurs, par le sens que le titre porte, il permet de mieux situer le jeu et de donner directement des éléments de contexte. C'est ce que disait Pauline, en écrivant Corinthe avec cet alphabet imaginaire grec, on sait qu'on ne parle pas de la Corinthe médiévale, et donc on serait très surpris si on ouvrait la boîte, la règle nous disait, vous êtes en 1450, Corinthe est assiégée par les Ottomans. Il y aurait vraiment notre cerveau qui dirait, mais non, alors qu'il y a eu une Corinthe médiévale. Ici, on voit bien que Byzancio se passera dans l'Empire byzantin, Ratus pendant la peste noire. Là aussi, du coup, avec un titre comme ça, avec un Ratus, si en ouvrant la boîte, on disait vous êtes la maire de Paris et vous devez gérer l'invasion des rats à Paris en 2023, on serait très étonné. On dirait, mais qu'est-ce qu'ont fait les créateurs de jeux, quoi. Il y aurait vraiment une dissonance cognitive. Au-delà de l'effet vieux qu'on vient d'analyser, qui permet de reconnaître immédiatement un jeu historique dans la production ludique générale, une couverture réussie, elle doit donner des éléments plus précis, et donc ce sera notre deuxième point, ancrer véritablement le jeu dans l'histoire. Cette volonté de s'ancrer dans un contexte historique précis, elle est caractéristique des fictions historiques en général. Pensez à un film ou à une série historique. Généralement, ça commence avec une voix off ou un texte qui s'affiche à l'écran dans les premières secondes, qui généralement convoque une date. On va avoir cette voix off un peu grave. Nous sommes en 1342. D'accord, 3 petits points. Le roi Édouard II meurt dans son palais. Et ensuite, on attaque avec l'histoire. D'accord ? Mais évidemment, ce n'est pas possible sur une boîte de jeu. D'accord, on ne peut pas, à chaque fois qu'on passe devant une boîte de jeu, heureusement, avoir une voix off qui se déclenche pour nous dire « Avec ce jeu, nous sommes en Corinthe en 527 ». Donc, il faut trouver, à nouveau, la boîte doit trouver la solution la plus immédiate, la plus économe, la plus efficace pour réaliser ce travail d'ancrage mental historique. Et encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, ce n'est pas si facile. D'accord ? Donc, pour ça, plusieurs stratégies possibles. La première stratégie, la plus simple, c'est de dater son jeu. Faire apparaître une date explicite sur la couverture. C'est souvent utilisé pour le Moyen-Âge. Vous voyez, on vous en montre quelques exemples parmi bien d'autres. Un titre et une date. D'accord ? À notre connaissance, c'est jamais utilisé pour l'Antiquité. C'est-à-dire que dans notre base de données, on n'a pas trouvé
un seul jeu antique qui utiliserait explicitement une date. On en a parfois dans les règles, on en a dans le 4e de couverture, mais on n'en a pas sur la boîte dans le titre. Là encore, cette différence interroge. C'est comme tout à l'heure pour les images. Est-ce que c'est parce que l'Antiquité est vue comme une période plus linéaire, plus monolithique, en sorte qu'il serait inutile d'écrire Colisée 154 ? Alors vous voyez, on écrit Braise 1341. Est-ce qu'à l'inverse, c'est parce que le Moyen-Âge est moins connu et du coup qui demande davantage à être précisé ? Donc si on a un jeu qui s'appelle Colisée, c'est bon, alors que juste Braise, ça ne suffit pas et donc les créateurs se sentent obligés de rajouter une date. On ferait volontiers l'hypothèse que les dates à 4 chiffres font davantage partie de l'imaginaire collectif, encore une fois, de par l'appropriation des dates par la culture scolaire, Marignan 1515, la Révolution 1789, la guerre de 1914-1918, donc on est plus habitué à avoir des dates à 4 chiffres, en sorte qu'elles seraient plus efficaces pour attirer l'attention d'un acheteur. Et puis aussi, il y a le fait que les dates négatives, avant Jésus-Christ, deviennent un casse-tête à écrire comme à comprendre, et du coup, c'est aussi peut-être une raison pour laquelle les créateurs les utilisent assez peu. Deuxième stratégie, on voit que dans les cas cités, à chaque fois sont explicités une date, 1341, 1303, et un lieu. Le titre, c'est l'association des deux. Le lieu devient lui-même un marqueur temporel efficace. Tout se passe en fait ici comme si une période historique était associée, voire réduite, à un espace, lui-même résumé à quelques bâtiments emblématiques, dans ce qu'on appelle en fait une synecdoque, le fait de résumer un élément par un élément. Pour le Moyen-Âge, bien sûr, les deux espaces et bâtiments emblématiques omniprésents, c'est la cathédrale, d'une part, qu'on voit vraiment, et le château, d'autre part. C'est vraiment les deux bâtiments emblématiques. En fait, il s'agit de véritables réplicateurs, un concept forgé par un chercheur qui s'appelle Chandès. Un réplicateur, c'est un petit élément visuel ou sonore qui permet immédiatement de répliquer une période dans nos têtes. Typiquement, c'est une bougie. Si je vous montre une scène de film, une capture d'écran et qu'on voit une pièce éclairée avec des bougies, dans nos têtes, on est au Moyen-Âge. Parce que la bougie, c'est un élément, c'est un réplicateur du Moyen-Âge. Du coup, ici, on voit bien que la cathédrale, c'est ça, encore une fois, sur tous ces jeux. Si on faisait le test et qu'on vous demandait en quelle époque on est, on ne peut pas se tromper, on a une cathédrale, tout le monde aurait répondu au Moyen-Âge. D'accord ? A priori, personne ne va répondre. Évidemment, on est à l'époque des Grecs, on est à l'époque des pharaons, parce que la cathédrale fait ce travail de répliquer une période. Donc, on voit bien ici que sa présence, elle suffit à elle seule à ancrer un lieu dans un contexte historique précis. Pour l'Antiquité, il y a peut-être un peu plus de diversité, mais cette équation entre un moment, l'Antiquité, un espace, Rome, et un monument est conservée. En l'occurrence, pour Rome, c'est assez simple, c'est le Colisée qui s'impose, qu'on trouve partout. Donc je vous ai mis quelques éléments, mais vous voyez que derrière, au cas où on soit un tout petit peu perdu, on met un Colisée, tout va bien. Pour Athènes, c'est l'Acropole. En l'occurrence, dans ce jeu, c'est les propylées. Je vous ai mis une photo des propylées, vous voyez que c'est vraiment la même chose. Ça peut sembler tout à fait logique. L'Acropole, c'est le lieu touristique le plus fréquenté de Grèce continentale. Mais pour le coup, sur cette boîte de jeu, c'est absolument pas logique, puisque la boîte s'appelle Péloponnèse, et que le Péloponnèse, c'est en fait une région de Grèce, je ne vais pas trouver, qui n'est pas celle d'Athènes. Peut-être qu'il faut comprendre qu'on va jouer dans la guerre du Péloponnèse, à laquelle, pour le coup, Athènes a participé. Mais enfin, on n'est pas du tout dans un jeu d'affrontement, c'est plutôt un jeu de construction. En fait, il y a un flou, mais c'est pas important, puisque l'important pour le créateur de jeu, c'est de savoir reconnaître sans problème qu'on est dans le monde grec, à l'époque classique, pas de savoir exactement où et quand va se dérouler le jeu. Et notons d'ailleurs là-dessus l'importance du motif de la ruine. Même neufs, les bâtiments font vieux. Ici, ils sont en construction, mais il y a un effet de pierre sans revêtement et sans couleur qui rappelle les ruines d'aujourd'hui. Et c'est frappant dans plein de jeux, mais là j'ai pris un exemple dans Genesia, donc vous voyez qu'on va jouer dans des périodes qui vont grosso modo de la préhistoire à un temps futuriste, l'Antiquité représentée par une ruine. Vous savez bien que les bâtiments, ils n'étaient pas en ruine dans l'Antiquité, sinon les gens, ils n'auraient pas pu vivre, ils n'auraient pas pu faire leurs activités, et pour le coup, ils détestaient les ruines, donc il n'y a pas cet imaginaire complètement romantique de la beauté des ruines. Un bâtiment en ruine, on le reconstruisait ou on le détruisait. Mais là encore, peu importe, ça nous permet à nous de comprendre qu'on va être dans l'Antiquité. Et on vous l'a dit depuis tout à l'heure, c'est des représentations qui sont directement venues du péplum. Dans le péplum, les bâtiments sont toujours blancs et ils sont souvent bien abîmés.
De même, on peut noter que dans la quasi-totalité des images où on a affaire à des architectures, elles sont donc très blanches, venez de vous le dire, que ce soit d'ailleurs pour les cathédrales médiévales ou pour les villes antiques. On reproduit là encore un cliché qui est solidement ancré dans les imaginaires collectifs et qui est parfaitement faux. La plupart de ces monuments, y compris en marbre, étaient en fait au minimum stuqués et peints et étaient recouverts de couleurs chatoyantes. Mais là encore, on ne veut pas nous raconter la réalité. On ne peut pas vous raconter ce que les recherches archéologiques actuelles savent. On veut vous raconter ce que vous allez immédiatement reconnaître. Puisqu'on était dans cette adéquation entre un moment et un monument, il y a une période pour laquelle c'est particulièrement impressionnant, aussi faux qu'évident. Et donc on a essayé une recension exhaustive, c'est l'Antiquité égyptienne. Presque tous les jeux que nous avons relevés représentent les pyramides, souvent bien en vue, parfois seulement en fond, y compris quand le thème n'a rien à voir avec la construction, et peu importe la période mise en jeu. Il n'y a aucun problème à associer Cléopâtre aux pyramides, comme vous l'avez en haut avec Cléopatra, alors même, au cas où vous n'en soyez pas conscient, qu'il y a autant de temps qui s'est déroulé entre la construction des pyramides et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et nous. Donc c'est comme si on représentait Cléopâtre avec notre période pour associer les deux. On est très très loin, mais là encore, cet anachronisme n'a pas d'importance. Pour notre imaginaire, l'Égypte, c'est les pharaons et de préférence Cléopâtre et les pyramides. On met les deux sur la boîte, tout le monde va bien, tout le monde comprend tout de suite de quoi on parle. Là encore, ce raccourci est loin d'être spécifique aux jeux de société. Parfois, il y a d'autres monuments pharaoniques qui sont utilisés. La pyramide, notamment, peut être avantageusement remplacée par un obélisque ou l'entrée d'un grand temple, mais globalement, on reste dans le même type d'imaginaire. Par ailleurs, on vous le disait, on commençait à vous le dire, il n'y a pas de lien entre la représentation de l'image de couverture et la thématique du jeu. Peu importe qu'on soit dans la construction ou pas, on va vous mettre une pyramide. Et en réalité, une couverture d'un jeu historique nous dit plutôt quand on va jouer, encore qu'on vient de vous le voir, ce quand peut être très très large, mais rarement comment on va y jouer. Et donc, pour ne prendre qu'un seul autre exemple, les nombreux jeux de construction médiévaliste proposent des couvertures assez proches, qui associent un chantier en cours, souvent celui d'une cathédrale et des ouvriers affairés. Cependant, une fois la boîte ouverte, en réalité, rien de commun, que ce soit en termes de durée, de difficulté ou de mécanisme fine, ou de mécanique fine, entre un jeu de pose d'ouvriers comme les bâtisseurs Moyen-Âge, un jeu de pli comme Burgenland, je ne sais pas comment ça se prononce, ou un jeu avec multiples meeples et ressources comme les piliers de la Terre. Pour le dire autrement, la couverture sert bien à accrocher l'attention du joueur, mais pas à introduire en réalité ce qui va se passer dans le jeu. Ces mécaniques précises ne se relèveront qu'à la lecture du dos de la boîte, voire au moment de l'apprentissage des règles. Et cette focalisation, donc, vous voyez, sur un lieu emblématique, elle semble devenir, quand on s'intéresse maintenant à la production ludique un peu d'un point de vue chronologique, à ses évolutions, elle semble devenir un élément essentiel et presque incontournable des couvertures de jeux. Regardez par exemple Cléopâtre et la Société des architectes, là vous l'avez en bas à gauche dans sa première édition de 2006, il n'y a pas de pyramide. Donc il y a des obélisques au fond, il y a un temple, mais du coup, il n'y a pas cette pyramide. Alors que dans sa réédition, on le voit ici en plein milieu. Donc là, pour le coup, il gagne une belle pyramide en plein milieu. Donc effectivement, la pyramide est devenue présente. C'est encore plus clair avec un autre exemple, avec El Grande. Là aussi, on vous a mis la couverture donc, de 1995. L'édition et la réédition toute récente du même jeu en 2023. Et la différence, c'est qu'en 2023, l'élément central de la boîte, c'est devenu le château. D'accord ? Alors, comment expliquer cette différence ? En fait, c'est que sur la première boîte, donc en 95, c'est pas si simple de comprendre quand on est. Toujours cette question. Le costume des personnages est loin d'être explicite. Pour le coup, il ne renvoie pas à une période précise. Il faut zoomer pour remarquer la présence d'une tour crénelée au deuxième plan et au troisième plan. D'accord, ici, et puis il y en a une autre là au fond.
d'accord ? Mais encore, même ces tours sont assez peu explicites, pourraient renvoyer aussi bien à l'architecture antique, tardo-antique, voire des tours modernes. On a des tours de Lazare moderne, des fortifications du port de Marseille, par exemple, qui pourraient être très proches de ça. Alors que 2023, aucun problème, en rajoutant un château crénelé, pénon au vent, d'où s'échappent des chevaliers portant eux-mêmes l'oriflamme, on sait immédiatement quand on est. On ne peut plus se tromper, on sait qu'on est au Moyen-Âge. Donc on voit qu'ici, cette évolution, elle permet en fait une simplification du discours. La boîte de 2023, elle est plus immédiatement lisible et donc on peut penser qu'elle va être plus efficace pour retenir l'attention. Du coup, simplification du discours, encore une fois, soutenue par un objectif marketing. Le but, c'est bien de vendre la boîte. Et elle-même, cette simplification, elle entraîne une stéréotypisation. Le public associe une époque à un lieu stéréotypé. Et du coup, vu que le public associe l'époque à un lieu, la présence du lieu devient le seul moyen de vendre un jeu qui se passe à cette époque. En réalité, comme toujours dans ces phénomènes d'imaginaire historique, c'est des cercles ni vicieux ni vertueux, mais des cercles qui se renforcent mutuellement. Plus on met de châteaux sur les couvertures, plus les gens associent château et Moyen-Âge, plus les gens associent château et Moyen-Âge, plus il faut mettre de châteaux sur les couvertures quand on veut vendre un jeu qui se passe au Moyen-Âge. Sinon, les gens ne connaissent plus la période, etc., etc. C'est comme ça que se consolident peu à peu des représentations. Alors cependant, dans l'immense majorité des cas, ces lieux ils ne sont pas vides, ils sont habités par des personnages qui permettent eux aussi l'ancrage immédiat dans un univers historique. C'est donc notre avant-dernière idée, le fait que l'histoire, elle s'incarne, et elle s'incarne dans des personnages. Et pour incarner une période historique, c'est-à-dire pour associer un personnage à une période, on a deux cas de figure principaux. On peut d'abord faire apparaître un véritable personnage historique susceptible d'être immédiatement reconnu. On en a déjà vu dans l'Antiquité, c'est en particulier le cas de Cléopâtre, qui est surreprésenté, y compris pour des jeux à thème romain, ce qui n'est pas complètement illogique. Vous savez que Cléopâtre a été la maîtresse de César puis de Marc-Antoine. Mais donc, comme pour les pyramides, la présence de Cléopâtre sur une boîte de jeu ne veut absolument pas dire qu'on la retrouvera dans le jeu, que ce soit sous la forme d'un meeple, d'une carte ou d'un objectif. Exemple dans Seven Wonders Duel, par exemple, où les cartes jouables ne représentent que des bâtiments et la Cléopâtre de la couverture, en réalité, n'a qu'un seul rôle, être immédiatement reconnue par le joueur acheteur, qui en déduira aussitôt l'ancrage historique du jeu, sans rien savoir sur sa thématique ou ses mécaniques. En fait, en réalité, ici, elle représente plutôt le joueur, avec l'hoplite grec anonyme en face, et non un élément du jeu. À cette exception près, cette Cléopâtre, les grandes figures sont presque toujours masculines, ce qui renvoie à la faible présence des femmes à la fois dans les imaginaires historiques collectifs et corrélativement dans les supports visuels qui les construisent, des séries télé aux manuels scolaires du secondaire. Cela dit, c'est en train d'évoluer. Un grand nombre de boîtes de jeux essayent désormais d'inclure au moins un personnage féminin. Exemple ici avec l'extension de Through the Ages, ou par exemple avec la réédition des Princes de Florence. Vous voyez en 2007, vraiment pas de femmes. En 2023, on a sur les 3 personnages, un personnage en arrière-plan qui est un personnage féminin. Cette évolution répond autant à des transformations sociales plus larges, on attend que les femmes commencent à être un peu représentées partout, que aussi à une volonté des éditeurs de jeux de s'ouvrir à des publics féminins, qui de fait investissent de plus en plus le monde du jeu, ça se voit ce soir, et deviennent ainsi une nouvelle clientèle à aller chercher, le meilleur moyen d'aller les chercher étant de les inclure d'une manière ou d'une autre. Et le seul fait de représenter des femmes sur une couverture ne veut pas dire pour autant qu'il y a plus d'inclusivité dans le jeu, dans la mesure où ces représentations peuvent elles-mêmes reproduire et donc conforter des clichés sexistes, que ce soit en représentant des figures fortement sexualisées, j'en ai mis une, mais enfin, il y en a tellement qu'on pourrait en mettre des dizaines, ou en reprenant les figures iconiques de la sorcière ou de la princesse qu'on retrouve partout. Par ailleurs, on peut donc choisir d'utiliser une incarnation générique, un personnage qui est en fait un rôle. Pour l'Antiquité, on trouve ainsi le sénateur, le légionnaire, le gladiateur. Cela dit, il y a moins de gladiateurs dans les jeux que dans d'autres médias. Vous pensez au film Gladiator, mais il y en a énormément d'autres. Voire, vous avez remarqué, pour Scylla, vous avez tout. Vous avez un sénateur en arrière-plan, un légionnaire en gros, le Colisée, je vous en ai déjà parlé, des gladiateurs
Et alors, si on veut continuer sur le fait que cette boîte est parfaitement stéréotypée, je vous parlais du Colisée, le tout en rouge, et la seule femme qu'on a, c'est une danseuse à moitié à poil qui est en train de danser devant des orgies. Désolée, mais là, on est à fond dans le cliché partout. Pour le Moyen-Âge, sans surprise, c'est le chevalier qui domine, véritable clé de voûte des représentations collectives contemporaines, que ce soit ici dans Kingmaker, Condottiere ou même Vice-Roi, où on a une version qui est descendue de son cheval. Mais enfin, on reste dans le chevalier, partout pour représenter le Moyen-Âge. Si on reste sur les jeux médiévalistes, un élément qui est intéressant à regarder, c'est que les nombreux clichés associés au Moyen-Âge, que ce soit la torture, la saleté, la violence, etc., tout un imaginaire de l'obscurité, sont rarement convoqués sur des couvertures de jeux. Ça s'explique assez bien, c'est des clichés négatifs, donc répulsifs. Alors qu'à l'inverse, les clichés liés à l'Antiquité, on vient de le voir sur Scylla, qui mobilisent l'image de la luxure décadente, de l'armée invincible ou du politicien comploteur, sont plus ambivalents et peuvent être utilisés dans des boîtes, donc en fait des boîtes qui sont des dispositifs communicationnels et commerciaux visant à séduire des acheteurs. Ici, c'est bien donc la spécificité du média jeu de société qui explique la manière dont on joue avec l'histoire. Dans un roman ou une série historique, une scène de torture ou de bûcher, c'est un puissant ressort narratif, ce qui explique pourquoi on l'a en permanence, aucun problème pour s'en servir. Alors que, évidemment, sur une boîte de jeu, ça risquerait de détourner une grande partie du public qui n'aurait pas envie particulièrement, et on le comprend, de prendre une boîte de jeu sur laquelle on représenterait un bûcher ou une scène de torture. De même, alors qu'à l'écran, le Moyen-Âge est généralement représenté dans des teintes très sombres, un cliché solidement ancré dans nos imaginaires collectifs, bien travaillé par les séries, les films, etc. Il fait moche tout le temps, il fait gris, les personnages portent du marron ou du noir s'ils sont un peu foufous, ils vivent dans la boue, il n'y a pas de lumière, c'est pas décoré, etc., etc. Au contraire, dans les jeux médiévalistes, on a fréquemment des couleurs vives, voire très vives. Regardez King Domino, regardez ce ciel bleu de Pellegrinus, regardez le soleil de Kingdom Builder. Il y a plus de soleil là sur 4 boîtes que dans 8 saisons de Game of Thrones. Et encore une fois, c'est logique, il faut séduire, il faut donner envie, il faut promettre aussi de l'amusement, promettre de la légèreté. Les jeux restent encore associés à un public globalement jeune, à l'idée d'un loisir, etc. Donc, du coup, il faut des couleurs vives. Du coup, ici, on a beaucoup de rouge et d'or pour l'Antiquité, comme on l'a vu tout à l'heure. On a beaucoup de bleu, notamment pour le Moyen-Âge, qui est vraiment une couleur fréquemment utilisée. Du bleu, du jaune, des couleurs vives pour attirer l'œil. Alors, certaines boîtes, là encore, font des choix plus rares. Vous avez vu depuis tout à l'heure, on oscille entre des tendances structurelles et puis des exceptions. En faisant apparaître, par exemple, des villageois, comme dans Descendance. Ici, on n'a pas de chevalier. On n'a pas de cathédrale, on n'a pas de château. Bon, on a l'église quand même à l'arrière-plan, mais ce n'est pas une cathédrale. Ou comme dans Pellegrinus, qui fait apparaître des pèlerins, visiblement venus du peuple, marchant sur une route. Ça reste des exceptions, car utiliser une figure moins immédiatement reconnaissable, c'est un risque, vraiment en termes commerciaux. En effet, comme toujours dans toutes les fictions historiques, il faut proposer un matériau familier. Surprendre le public peut l'amener à se détourner d'un jeu qu'il ne reconnaîtrait pas, dont il ne comprendrait pas l'univers. Dès lors, puiser dans des images déjà bien connues apparaît comme une stratégie efficace, et les boîtes de jeux vont donc faire appel à ce qu'on appelle une forte intermédialité, c'est-à-dire à reprendre des images par ailleurs utilisées. Ainsi, d'un jeu comme l'Empire de César, par exemple, ici en haut à gauche, qui se situe dans l'univers graphique d'Astérix. Vous avez vu, donc le César de ce jeu, c'est évidemment le César d'Astérix. Ou encore dans la Cléopâtre de Shoes et Aegis, qui est vraiment un décalque de la Cléopâtre de Liz Taylor, donc une figure immédiatement familière, bien connue. La boîte d'un jeu qui s'appelle Heroes of the Colosseum reprend à l'identique le célèbre tableau de Jérôme, célèbre notamment parce que c'est lui qui a planté le cliché du pouce renversé pour la mort des gladiateurs. Et certaines images sont même reprises plusieurs fois, ce qui bien sûr contribue à renforcer l'efficacité. Plus l'image circule, plus elle est efficace. C'est le cas en particulier de cette statue de César présente au Louvre, qui, vous le voyez, est reprise ici au moins sur 3 boîtes, y compris pour un jeu où le personnage n'est plus du tout César, puisque c'est Caligula. Donc, mais on utilise quand même cette statue avec ce geste. Et d'ailleurs, on la retrouve également dans d'autres médias, comme par exemple sur la couverture du Monde représentant César, qui, vous voyez, prend la statue lui aussi. Les références sont parfois plurielles, et ici c'est toujours très intéressant d'aller voir comment ces jeux puisent dans différentes références. Regardez par exemple un Pantalos de 2014 qui reprend à la fois le célèbre manga et animé L'Attaque des Titans,
avec ce géant passant par-dessus un mur, et dont le personnage reprend également le méchant de Chronos, le titan maléfique dans le jeu vidéo Age of Mythology. Il me semble que c'est particulièrement clair avec cette peau texturée de lave. D'accord, donc on sent ici que les créateurs du jeu ont ces deux images en tête. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le préciser, que ce soit conscient ou inconscient. C'est-à-dire que là, même si le dessinateur du jeu nous jure les yeux dans les yeux que non, il ne pensait pas du tout à l'attaque des titans, en fait, il y pense consciemment ou inconsciemment quand il fait ce dessin. C'est-à-dire qu'il l'a vu et ça guide son travail d'une manière ou d'une autre. Cette version de Age of Mythology, elle est elle-même reprise dans la couverture du jeu Mythic Battle. Ici, on a l'une des extensions. Et vous voyez qu'ici, on a 3 versions du travail de couverture. C'est le 3e qui a été retenu. Et on voit comment des éléments graphiques se combinent pour modeler, créer un nouveau visuel. Où on a d'abord ce titan qui émerge de la lave. On lui met un casque d'hoplite dans cette image. Pour l'ancrer encore plus dans une période, etc. Donc vous l'avez compris, la bonne recette d'une couverture de jeu, c'est un titre un peu travaillé, un lieu et un ou plusieurs personnages. Et avec tout ça, on est sûr de bien dire à l'acheteur dans quelle période historique on lui propose de jouer, au point qu'il y a un modèle qui s'est peu à peu imposé et qui maintenant est absolument omniprésent avec un personnage au premier plan qui montre, qui regarde ou qui désigne un lieu en arrière-plan. Ça peut se décliner en un deuxième type. Le personnage soit est de dos et donc regarde un décor, soit le personnage nous regarde, nous, et très souvent, quand même, il montre le décor. Donc vous disiez tout à l'heure que le degré de sérieux joue assez peu dans ces représentations. Puisqu'on vous parlait de l'Anista au début en vous disant que pour le coup c'est créé par des gens qui veulent faire œuvre pédagogique, regardez là encore, la couverture est on ne peut plus classique. Les personnages au premier plan regardent un arrière-plan et quand je vous disais il y a du rouge, il y a encore du rouge, il y a du colisée, il y a encore du colisée et on a des sénateurs et des gladiateurs. Désolé pour le graphiste de l'Anista, mais si vous voulez nous dire qu'il faisait un jeu qui sortait un peu de l'ordinaire, c'est loupé. En tout cas, c'est loupé pour la couverture. Je vous laisse ensuite juger pour ce qu'il y a à l'intérieur. Cette évolution, donc d'avoir un personnage en premier plan, un ou plusieurs personnages en premier plan et un décor en arrière-plan, semble être une évolution assez récente. Et c'est frappant de voir qu'elle s'impose dans les rééditions des jeux notamment. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, on vous parle de réédition. C'est un bon moyen de voir les évolutions graphiques et un peu ce qui s'impose aux illustrateurs. C'est ainsi que la boîte originale de Senator, qui est sortie en 2004, était assez différente de ce qu'on voit ailleurs. Et elle est devenue parfaitement stéréotypée dans sa réédition de 2018. Oui, c'est bon, la date est bonne. On perd notamment le In the Ancient Rome que vous aviez en bas. En fait, on perd le titre. Ici, pour comprendre exactement quand on était, il fallait prendre le temps de lire le texte sur la boîte de jeu. Là, vous n'avez plus besoin de rien. Vous avez un forum, un colisée, c'est bon, on sait où on est. Idem pour le Tigre et l'Euphrate, qui connaît un certain nombre de boîtes différentes, et où peu à peu, on se retrouve sur cette image, enfin celle-là et celle-là. Vous avez un personnage, le décor derrière. Je vous dis, on est toujours sur des images plus explicites, et donc plus identiques. On a toujours le même modèle qui se répète, et il est permis de penser que le recours aux IA, il n'y a aucune raison que les éditeurs de boîtes de jeux ne se mettent pas à faire des illustrations avec des IA, va généraliser encore plus ce phénomène d'alignement, au point qu'on a des boîtes de jeux maintenant qui se ressemblent de plus en plus. Alors, on conclut. 3 secondes pour vendre un jeu, c'est ce à quoi sert une boîte, encore une fois, ce à quoi sert une couverture. Dans un contexte fortement concurrentiel, vous savez, de plus en plus de sorties chaque année, donc des éditeurs qui ont de plus en plus besoin de vendre leurs jeux, les couvertures de jeux historiques utilisent des recettes finalement assez fixes et en plus qui ont tendance, on vous l'a montré, à se standardiser ces dernières années. Et bien sûr, encore une fois, chaque boîte supplémentaire qui utilise cette recette, qui utilise ces effets visuels, contribue à consolider le moule
dans lequel les boîtes ultérieures se couleront, que leurs auteurs en soient ou non conscients. Malgré la volonté de se distinguer des concurrents, malgré l'existence de boîtes plus originales, vous voyez qu'on en trouverait, des boîtes dans lesquelles on n'a pas un personnage montrant un lieu, dans lesquelles les codes couleurs utilisés ne sont pas les mêmes. Là, on a un Lancelot avec des couleurs très sombres qui puissent plutôt dans la période pré-raphaélite. On a parlé déjà de l'année des 5 empereurs. Malgré donc l'existence de boîtes plus originales, les ingrédients sont souvent les mêmes. L'utilisation de figures tellement convoquées qu'elles deviennent des réplicateurs de la période. Les pyramides, le château, Cléopâtre, le Colisée, le chevalier. Du jeu sur les polices d'écriture ou encore de ce type visuel, vraiment du personnage debout devant une ville, où on peut pouvoir reproduire sur des dizaines de couvertures de jeux. Redisons-le, le plus souvent, ces couvertures, elles sont déconnectées de la mécanique interne. Ça veut dire qu'en regardant la couverture, on peut savoir quand on joue, mais pas comment on joue. Encore une fois, il y a des exceptions. À nouveau, l'année des 5 empereurs, si vous connaissez, c'est un jeu en partie de draft où jusqu'à 5 joueurs vont pouvoir prendre des cartes disposées à différents endroits du plateau. Donc on voit qu'en fait, la mécanique l'annonce, puisqu'on voit des mains qui prennent des feuilles sur cette couronne. Donc en fait, c'est comme ça qu'on joue à l'intérieur du jeu. Mais ça, c'est vraiment une exception. La quasi-totalité des cas, quand on regarde une couverture, on ne peut pas savoir ce qu'on va nous demander de faire à l'intérieur. Est-ce qu'il y aura des cartes? Est-ce qu'il y aura des meeples? Est-ce qu'il y aura un sablier? Est-ce qu'il y aura des choses à dessiner? La couverture ne le dit pas. Ces différents éléments puissent fréquemment dans d'autres médias. Ils relèvent parfois de véritables stratégies marketing délibérées, ainsi de la présence croissante des femmes sur les boîtes. Ça, c'est vraiment une stratégie pensée, on l'a dit, pour parler à un nouveau public. Mais souvent, ces stratégies, elles s'inscrivent dans des impensés. On vous l'a montré, on utilise des enluminures médiévales, mais on n'utilise pas des fresques de Pompéi. On met des dates pour les jeux médiévalistes, Braise 1341, mais on ne met pas de date pour les jeux antiques. Et là, du coup, c'est vraiment de l'impensé. C'est pas une stratégie, c'est pas un complot des éditeurs de jeux qui se sont rassemblés, qui se sont dit à partir de maintenant, on met aucune date pour les jeux antiques, histoire que personne comprenne rien. C'est en fait des impensés qui se reprennent les uns les autres. Vendre un jeu historique suppose ainsi d'utiliser une histoire vendable, une histoire à même d'être facilement convoquée, instrumentalisée, réduite à un certain nombre d'icônes reconnaissables et populaires, ce qui contribue également à cimenter les imaginaires à la fois individuels et collectifs de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et pour nous, un historien, ces mécanismes de création d'imaginaire historique sont à la fois passionnants, très parlants. Ils permettent de comprendre ce que le grand public, et notamment nos élèves et nos étudiants et étudiantes, imaginent d'une période donnée. Et en réalité, comme toujours, ils en disent beaucoup plus sur notre monde contemporain, sur la manière dont nous imaginons le passé, que sur les périodes historiques qui sont ainsi représentées. On vous remercie de votre attention et on est tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Alors, s'il y a des questions, il faudra lever la main et prendre le micro qui circule dans la salle. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Pour rebondir sur ce que vous disiez, ça veut dire que les historiens du jeu de société dans quelques décennies pourront d'un seul coup d'œil reconnaître la période potentiellement à laquelle un jeu a été édité simplement en regardant un peu la manière dont la couverture et enfin les stéréotypes que reprend la couverture. Oui, mais en réalité, même sans avoir besoin de faire tout ce travail de lecture des images, de réflexion sur la construction, vous êtes tout à fait capable de le faire. Je suis sûre que quand vous êtes dans une ludothèque, vous reconnaissez tout à fait les jeux des années 90 des jeux sortis cette année. Donc oui, on peut le conscientiser, l'expliquer et le mettre en mots, mais en réalité, il suffit d'être un tout petit peu habitué du média pour être capable de faire ça. Donc les deux vont ensemble. D'ailleurs, tout à l'heure, on regardait les affiches du Flip qui sont toutes affichées là depuis la première affiche du Flip dans la cour. Et effectivement, en fait, on peut pas se tromper, on se tromperait d'1 an ou 2, mais on voit tout de suite les affiches des années 90, puisque les jeux représentés, c'est les petits chevaux, un jeu de cartes et des jeux de dés. Et puis on avance petit à petit, et puis apparaissent des meeples, et puis apparaissent des sabliers, et puis apparaissent des pirates, et puis apparaissent des vikings, et puis apparaissent des samouraïs. Et donc on pourrait se tromper, mais très peu en fait. Vous aviez dit que vous aviez travaillé sur différents supports comme les mangas, toute l'analyse que vous avez faite, vous avez trouvé des similitudes avec les autres supports, comme les films ou autre chose? Oui, en fait, c'est assez intéressant. Tous ces supports se nourrissent, évidemment. Tout va ensemble et il faut regarder les choses, même avec la publicité. On a besoin d'avoir une vision transversale pour comprendre ces imaginaires. Donc oui, il y a plein de choses. Des personnages qui reviennent. On vous a montré même des images qui sont collées d'un support à l'autre.
Il y a quand même quelque chose qui est un peu spécifique au jeu. On a essayé de vous montrer ce que ça pouvait être. Déjà, effectivement, le fait que ça doit être positif. Et ça, c'est très différent. On ne va pas vous donner l'impression que vous allez jouer, puisqu'on est sur l'histoire, avec des nazis. Alors qu'en fait, si vous voulez faire une couverture de BD qui marche, il faut mettre une croix gammée. Si vous le faites sur un jeu, vous n'allez pas le vendre, votre jeu. Donc il y a quand même ce genre de ces choses-là. Et puis il y a le fait, effectivement, le côté couverture et la couverture qui ne va pas être explicitée. Donc il faut dire le plus de choses avec le moins de moyens possible. Et ça, c'est quand même assez spécifique du jeu. Et ça pousse à cette standardisation qu'on a vue. L'originalité est hyper dangereuse. Et c'est assez peu étonnant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les éditeurs de jeux craignent moins la familiarité, craignent moins de vous faire vendre un jeu que vous avez déjà vu, que de vous perdre sans que vous soyez capable de lire immédiatement. Ce qui ne serait pas le cas d'un film, d'une série ou d'une bande dessinée, où quand même l'originalité, il y a un moment, si vous voulez acheter une nouvelle BD, il faut qu'on vous vende un truc que vous n'avez pas déjà lu. Donc là, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de spécificités du jeu qui font que c'est un média particulièrement intéressant pour nous à étudier. Ce qui par ailleurs n'empêche pas, encore une fois, qu'il y a des ressemblances qui ne sont pas que des ressemblances, en fait, parce que ce n'est pas de l'ordre de la coïncidence, qui en fait sont des tendances structurelles. Le chevalier, pour le Moyen-Âge, il est omniprésent, vraiment partout, des albums pour enfants aux boîtes de Playmobil, à la pub ou quoi, c'est vraiment la figure clé. Et d'ailleurs, il y a une étude universitaire qui a été faite qui montre que c'est même la figure historique la plus connue mondialement. C'est-à-dire que partout sur la planète, quand on montre un chevalier en armure, les gens savent de quelle époque c'est, ce qui n'est pas le cas pour un mousquetaire de l'époque de Richelieu, ce qui n'est pas le cas pour un guerrier mérovingien, etc. Ce n'est pas non plus le cas pour un guerrier des Premières Guerres mondiales. Le chevalier en armure, les gens partout disent « Ah oui, Moyen-Âge ». D'accord. Et donc, c'est logique du coup que les jeux s'inscrivent parfaitement là-dedans et qu'on ait des chevaliers partout sur tous les types de jeux. Mais encore une fois, il y a une spécificité du média qui fait qu'on ne va pas le présenter de la même manière, pas avec les mêmes couleurs, pas dans la même posture, etc. Et puis il y a des thèmes qui reviennent aussi. Par exemple, le viking est un thème qu'on retrouve depuis 10 ans. Si vous regardez les productions de jeux, les productions qui se passent dans un nord viking plus ou moins fantasmé, commencent à être importantes, commencent à être nombreuses. Et en fait, c'est la même chose dans les jeux vidéo, dans les bandes dessinées, dans les films, dans les séries, voilà, etc. Donc il y a aussi quand même des effets qui sont des effets de masse, des effets profonds, dans lesquels s'inscrit cette production un peu spécifique de l'histoire ludique. Et est-ce qu'on arrive à identifier l'élément déclencheur de l'intérêt, donc là en l'occurrence pour les jeux de société, mais pour les séries et autres, qu'est-ce qui fait que par exemple depuis 10 ans on s'intéresse aux Scandinaves à l'époque où ils étaient vikings? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Quel est le média qui a lancé un peu la mode et qui après s'est répandu, qui a fait tache d'huile dans tous les autres? Ouais, ça c'est toujours une question passionnante quand on travaille sur la réception de nos périodes et je veux vraiment faire ma réponse d'historien cliché, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait c'est des effets de mode dans lesquels c'est facile d'analyser donc des temps où une image ou un motif revient à la mode. C'est évident là que les Scandinaves reviennent à la mode, mais après dès qu'on regarde sur le temps long, on va s'apercevoir que en fait, c'est des images qui sont présentes depuis longtemps. Effectivement, là, les Scandinaves sont très à la mode depuis 15 ans. Il y a eu la série Viking, il y a eu Thor, etc. Et ça vient sûrement de là, en l'occurrence sûrement la série Viking, par exemple, qui remet à la mode ces images. Mais le film Les Vikings de Fleischer, c'est 54 et c'est un énorme succès du cinéma qui marque durablement son public, etc. Donc, et il y a eu Astérix et les Normands en France, et en fait quand on fait cette chaîne d'archéologie mentale, en fait les maillons ils sont toujours là, simplement des fois ils sont d'un coup plus gros, plus visibles et ils occupent une place forte, et du coup souvent après il y a des effets au contraire de mode qui déclinent, tout simplement parce qu'il y a un effet de saturation du marché. On le voit très bien pour les jeux de société, on connaît des exemples de jeux qui ont été rethématisés parce que leurs créateurs les avaient pensés pour des vikings et l'éditeur a dit non mais les vikings il y en a trop, on va faire autre chose, on va mettre des Huns ou on va mettre des samouraïs, etc. Et du coup, ça diminue, et puis dans 15-20 ans, du coup, ça pourra revenir, parce que ce sera un peu passé, etc. Mais du coup, ce travail d'affiliation ou de datation pour dire tel motif apparaît à ce moment-là, en réalité, il est possible. Encore une fois, là, on peut dire Viking remet largement tel motif à la mode, de même qu'on peut dire Game of Thrones remet le motif du duel judiciaire à la mode. On l'avait plus vu depuis une vingtaine d'années, maintenant il y a des duels judiciaires partout, parce qu'il y a Tyrion qui a réclamé un duel judiciaire et donc tout le monde s'est dit « Waouh, trop cool, j'ai envie de faire pareil dans mon roman ou dans ma BD ». Mais en réalité, dès qu'on creuse un peu, on en trouve avant.
Après, il y a quand même des phénomènes qui sont assez intéressants de voir que les historiens aussi, enfin les modes historiographiques, donc celles des historiens qui font de la science historique, si on peut dire, et les imaginaires peuvent se rejoindre. Par exemple, il y a une attention croissante depuis maintenant une grosse vingtaine d'années dans l'historiographie romaine pour les marges. Les barbares, mais les barbares étudiés dans leur rapport à l'Antiquité, à Rome. Ça se voit beaucoup maintenant dans la série Barbaron, par exemple, si vous voulez, ou bien alors il y a eu des films qui se passaient en Bretagne, l'aigle de la 9e Légion, Centurion, etc. Et ça aussi, on les retrouve ensuite dans d'autres supports. Et là-dessus, j'ai l'impression, il faudrait le voir de manière plus précise, que les jeux suivent pas complètement toutes les modes. Par exemple, la mode du barbare, elle marche assez peu, encore une fois, parce que c'est pas assez positif, on sait pas assez à quoi on va jouer, c'est peut-être plus difficile à présenter. Donc on a quelques jeux sur les invasions barbares, mais on ne va pas avoir une grosse couverture avec un déferlement de 1 qu'on pourrait trouver ailleurs. Donc il y a en plus des phénomènes comme ça qui sont aussi des modes historiographiques, donc des modes pour nous, les historiens, qui jouent, et tout ça, ça fait un truc assez complexe où on peut dire précisément tel truc, ça vient d'eux. Genre la police d'écriture, il est probable qu'Astérix soit majeur dans sa diffusion de cette manière antique de faire de la police d'écriture. Il y a d'autres trucs pour lesquels c'est tellement diffus, tellement flou, que c'est difficile d'avoir un point de départ. Ouais, l'autre exemple qui marche très bien, c'est les pirates. Effectivement, il y a plein de jeux avec des pirates. Vous avez vu que les pirates dans les jeux, ils sont toujours sympas, ils sont toujours colorés, ils sont toujours cool, ils ont toujours un perroquet. On rigole avec les pirates, quoi. Effectivement, Jamaïca, celui auquel on a joué tout à l'heure. Enfin voilà, il y a plein de pirates sympas. Évidemment, là, on voit bien que la graine, c'est Pirates des Caraïbes. Donc c'est des films qui nous ont montré des pirates rigolos, des pirates cool, Jack Sparrow qui bondit partout. Et quand Disney, on a beaucoup demandé à Disney, mais pourquoi vous avez eu cette idée super de faire des films sur les pirates cool? Et Disney répondait en disant, mais parce que l'attraction Pirates des Caraïbes, c'est une des attractions qui marche le mieux depuis la création des parcs Disney. Donc en fait, à nouveau, on a l'impression qu'on a une graine des films, mais en fait, cette graine elle-même, elle vient de certaines graines. Et derrière, il y a aussi Peter Pan avec le Capitaine Crochet. Et derrière le dessin animé, il y a un roman, Peter Pan, qui a été aussi un gros succès de librairie. Et en fait, on pourrait à nouveau remonter. Donc vraiment, c'est cette image de la chaîne, quoi, de maillons qui s'imbriquent les uns dans les autres. Pas d'autres questions, curiosités? Très bien. Bon très bien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés à cette heure tardive. Bonne soirée et bon festival pour celles et ceux qui restent encore. Et vous regarderez autrement les boîtes de jeux maintenant. À chaque fois que vous allez voir un personnage debout devant une ville, vous allez dire « Ah là là, encore un !»